Quelle lecture sur l'appel entre les présidents Abdoulaye Wade et Abdou Diouf? La cyberattaque contre la RTP. Le Sénégal est-il vulnérable aux hackers? Quels en sont les dangers? Le carnage au Tchad. Quelle lecture en faire au Sénégal? Pour analyser toutes ces questions, L'Air du Temps reçoit Ousseynou Narguey, fondateur et chef éditorialiste du site d'information Centract.sn, et Karim Diakhaté, directeur de publication du site lepanafricain.info. L'Air du Temps, c'est ce dimanche 23 octobre de 10h à 11h avec Alassane Samba Diop sur iRadio, la première radiovision du Sénégal. Dimanche 23 octobre 2022, bienvenue à l'Air du Temps. Que ce soit aujourd'hui Ousseynou Narguey. Ousseynou Narguey est chargé de communication institutionnelle d'une agence publique d'accompagnement des PME à Dakar. Il est actuellement fondateur et chef éditorialiste du site d'information Centract.sn et président d'Axe et Cible comme titulaire d'un DSS Master en relations interculturelles et gestion des arts, option politique culturelle internationale obtenue en 1999 à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Nous sommes aussi avec Karim Diakhaté, qui est directeur de publication de le panafricain.info, un journal qui parle de l'Afrique et aussi spécial des questions internationales. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Cette semaine, on a appris que Abdoulaye Wade, ancien président du Sénégal, et Abdou Diouf aussi ancien président, se sont parlé au téléphone. Un communiqué a été diffusé dans les radios et aussi dans la presse écrite, mais on n'est pas allé au-delà de la discussion amicale qu'ils ont eue, les souvenirs qui se sont dits, qui sont passés. Mais aussi, est-ce que ce coup de fil d'Abdoulaye Wade à Abdou Diouf ou d'Abdou Diouf à Abdoulaye Wade, à ce moment bien précis où le Sénégal, nous sommes à 15 mois de la prochaine présidentielle, avec beaucoup d'incertitudes, quelle lecture peut-on faire de ce coup de fil? Merci Alassane Samba Diop. Un bonjour à vos téléspectateurs d'ITélé et auditeurs d'IRadio. Écoutez, c'est une bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle pour la démocratie sénégalaise et la décrispation du climat politique, qui d'ailleurs n'est pas si crispé que cela, puisque nous sortons d'élections où nous avons eu des résultats peut-être trop tangents et trop rapprochés pour les deux camps pour être contestés. Ils ont été acceptés. Il y a une nouvelle assemblée nationale qui est installée. Il y a eu la fronde de qui vous savez, je veux parler de Mimi Touré, qui a peut-être remué le landerneau politique, mais je pense que quand même nous sommes dans un état d'esprit de la classe politique sénégalaise avec l'installation du GAB, le gouvernement Amadou Ba, qui, je pense, permettra de travailler sereinement en attendant certainement en 2023 d'entrer à nouveau en campagne électorale. Mais je pense que ce coup de fil est une bonne nouvelle parce que Abdoulaye Wade, quand il a pris la succession d'Abdou Diouf, ils ont eu des relations un peu compliquées, même si le père Wade est allé voir la mère encore vivante d'Abdou Diouf à Louga, même si il a reçu le coup de fil dès 23h la veille de la proclamation des résultats d'Abdou Diouf, qu'on sait un homme très élégant et très digne dans la victoire comme dans la défaite. Mais après, ça a été compliqué, bien que Abdoulaye Wade l'ait envoyé le représenter à un sommet pour dire au revoir à ses pairs chefs d'État, parce que Abdoulaye Wade a dit « Je ne poursuivrai pas Abdou Diouf ». Et réponse du berger à la bergère, Abdou Diouf a répondu « Il n'y a aucune raison pour qu'on me poursuive ». Donc à ce moment-là, c'était crispé. Moi, j'ai été rendre visite à Abdou Diouf en 2001 dans son appartement parisien entre le 7e et le 8e arrondissement à Paris, que Jacques Chirac, le président français, lui prêtait, je pense, appartement appartenant à la famille Hariri. Et nous avions discuté. J'avais à l'époque, pour le journal dont j'étais directeur de publication en 2001, Tract quotidien, fait un compte-rendu de cet échange-là. Et puis, c'était la traversée du désert et Abdou Diouf en est sorti à une belle carrière de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Je pense qu'à l'image de démocraties avancées comme la France, qui peut compter deux anciens présidents que sont François Hollande et Nicolas Sarkozy, qui, je pense, échangent avec Emmanuel Macron. Les États-Unis, où nous avons Bill Clinton, nous avons Barack Obama, nous avons Bush fils
qui peuvent échanger avec l'actuel président Joe Biden. Je pense que c'est important que ceux qui ont présidé aux destinées de la nation sénégalaise et qui en sont les dépositaires de, j'allais dire, l'incarnation, les anciens présidents, échangent entre eux et échangent avec le président actuel. Donc c'est une bonne nouvelle et j'ose espérer, parce que les deux sont dans une situation un peu disparate. Abdoulaye Wade est encore actif en politique. Abdou Diouf n'a plus pipé mot sur l'actualité politique sénégalaise, même s'il vote aux élections sénégalaises depuis Paris. J'ose espérer que Abdoulaye Wade convaincra Abdou Diouf de s'intéresser, le président Diouf, un peu plus à la politique sénégalaise et de donner son mot, et que Abdou Diouf convaincra Abdoulaye Wade d'écrire enfin ses mémoires. Oui, Abdoulaye est en train d'écrire ses mémoires. On veut qu'il les publie. Oui, absolument. Mais aujourd'hui, c'est ce coup de fil à ce moment bien précis où on parle de négociations entre Karim Wade, Macky Sall, en cas d'amnistie entre autres. Est-ce que c'est des sujets qui peuvent être abordés par les deux présidents? Merci beaucoup Alsan. Vous me permettrez d'abord de saluer tous les auditeurs, téléspectateurs et internautes qui nous suivent sur e-radio et e-média. Vous me permettrez également de vous transmettre, suite au rappel adieu de notre grand frère et ami Solo Diop, les condoléances du président Yao Nawel et de l'ensemble des membres de l'Union des journalistes de la presse libre africaine, UJPLA. Par rapport à cette question, je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. Je pense que les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade ont connu une adversité politique intense, mais il y a toujours entre les deux hommes un respect mutuel. On a pu se rendre compte qu'au moment où effectivement le Sénégal était dans, disons, l'œil du cyclone à l'époque, le président Abdoulaye Wade s'arrangeait toujours pour entrer dans le gouvernement du président Abdou Diouf et à l'occasion également d'en sortir pour se présenter aux élections. Maintenant, dans le contexte actuel, qu'est-ce que cela peut représenter compte tenu un peu du contexte politique actuel? Je pense que quelque part, c'est quelque chose qui vient un peu à son heure. On a pu voir dans d'autres pays l'image de chefs d'État qui ont eu affaire aux États-Unis par exemple, et puis en France où on voit les présidents ensemble, et on a pu se rendre compte qu'au Sénégal il y a eu un rendez-vous manqué en 2014 lors du sommet de la francophonie où les gens pensaient que le président Abdoulaye Wade pouvait être présent avec donc son prédécesseur, le président Abdou Diouf. Donc quelque part, comme l'a dit Seydou Narguey, je pense que c'est quelque chose qui est bien, qui peut contribuer peut-être un peu à quelque part rendre les choses un peu plus disons limpides, même si certains peuvent s'y border quelque part une tentation de négociation, je ne sais pas pour. On a parlé de Karim Wade et autres, mais attendons un peu de voir dans les prochains jours ce que cela pourrait amener. On parle d'amnistie pour Karim Wade. Et Abdou Diouf est connu comme étant quelque part un conseiller de Macky Sall, proche de Macky Sall. Est-ce que ça peut être débloqué, entre guillemets, les crispations où certains gens de Karim Wade disent qu'ils ne veulent pas d'une amnistie, qu'ils veulent de la révision d'un procès, entre autres. Est-ce que ça peut être dans le cadre de cette action? Le président Macky Sall est très dioufien. Il est très dioufien dans son style de gouvernement et de management de ses hommes. Et c'est quelqu'un qui, je pense, a la mystique de l'État, je dirais. Et pour l'anecdote, je rappelle que le jour où en 1961, Abdou Diouf était nommé gouverneur, comme le rappelle Macky Sall dans ses mémoires, le Sénégal à cœur, c'est ce jour-là que Macky Sall naissait. Donc il y a une filiation, comme qui dirait, presque anecdotique, naturelle. Mais je ne pense pas que le président Abdou Diouf soit un homme de deal. Il n'a rien à dealer, il n'a aucun intérêt à dealer. Quelqu'un qui a un intérêt dans un deal, c'est peut-être le président Abdoulaye Wade, l'ex-président. On peut parler aujourd'hui de négociation et d'accord. De faciliter les crispations. Oui, je pense que s'il y a quelqu'un qui a pris l'initiative de ce coup de fil-là, c'est certainement Abdoulaye Wade, le président Wade, et qu'il est encore dans l'arène politique pour les besoins de la cause de Karim Wade. Karim Wade ne peut pas refuser l'amnistie. L'amnistie ne se refuse pas parce qu'on amnistie des faits, on n'amnistie pas des personnes. Et il pourra toujours, après avoir été amnistié, comme je pense il le sera, de même que Khalifa Sall, demander la révision de son procès.
On a vu des procès être révisés des dizaines d'années, y compris après même la disparition du principal concerné et peut-être même à la demande de la famille ou des ayants droit du concerné. Donc je pense qu'il ne faut pas que le candidat épistolaire, comme je l'ai appelé, avant que Mimi Touré ne l'appelle ainsi publiquement il y a quelques mois, une vingtaine de mois, ne nous installe dans un débat qui n'a pas lieu d'être. L'amnistie est une prérogative du gouvernement en passant par l'Assemblée. La révision du procès, c'est quelque chose qui se demande auprès de la justice. Donc, ce n'est pas une demande, me semble-t-il, acceptable comme moyen de pression sur le gouvernement du Sénégal. Qui peut le plus, peut le moins. Effectivement, le ministre de la Justice, et on sait que celui actuel est très proche des attentes et anticipe les préoccupations du président Macky Sall. Mais Ismaïla Madior Fall, il est le maître effectivement du parquet. Il faudrait que Karim Wade fasse une demande en révision de procès en bonne et due forme. Il ne me semble pas qu'il l'ait fait. Donc qu'on ne nous installe pas dans un débat amnistie versus procès, versus révision. L'amnistie est suffisante, me semble-t-il, pour restituer leurs droits politiques à ces personnes exclues ou possiblement exclues de la présidentielle. Il y en a d'autres dont le cas est d'ailleurs plus préoccupant, me semble-t-il. C'est ceux sur lesquels pèse l'épée de Damoclès de la justice, comme Ousmane Sonko dans ce que j'appelle la sauce affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko. Il faudrait qu'on voit ce que cela donne. Mais en tout cas, je parle de tous ces cas-là pour dire que ce qu'on espère, de la même manière, et j'en termine par là, qu'on a eu le procès de Barthélémy Diaz qui a été vidé avec la confirmation de son jugement, mais il a déjà purgé sa peine. J'espère que tous ceux qui sont en situation de participer à la prochaine élection présidentielle de 2024 ne seront pas empêchés pour des raisons extra-politiques et notamment judiciaires. Oui, mais aujourd'hui, ce coup de fil pour décrisper peut-être l'écueil qu'il y a par rapport justement à cette entre guillemets négociation. Abdou Diouf peut être aujourd'hui celui qui arrive aujourd'hui à parler à Abdoulaye Wade, entre autres, pour que ces situations soient dépassées, puisqu'il y a des crispations de part et d'autre. Mais bien sûr, le président Abdou Diouf peut constituer effectivement un trait d'union. Il entretient encore de très bonnes relations avec le président Macky Sall. Et il faut le dire, quelque part, c'est une situation qu'il faut régler de manière, disons, politique. Parce qu'on a pu dire qu'il fallait faire revenir Karim Wade et Khalifa Sall un peu dans le jeu politique. Et le contexte même politique s'y prête. Parce que quelque part, on a pu voir avec les tendances vers lesquelles on va par rapport à l'affaire Sonko, comme on a tendance à le dire, il est évident que seul un règlement politique de cette affaire pourrait donner quelque part une solution un peu à cet imbroglio. Maintenant, on a pu dire qu'effectivement, on pouvait, en plus du fait que Karim Wade réclame un procès, la réouverture de son procès, on peut aller vers une décrispation qui passerait par, le fait que le ministère de la Justice puisse trouver les procédés nécessaires pour intervenir au niveau, en tout cas, de ce qui empêche les candidats Karim Wade et Khalifa Sall de participer au jeu politique. Au niveau du code électoral. Au niveau du code électoral, sans passer par... Bon, c'est vrai que quelque part, il y a toujours l'aspect amende et autres, toutes les autres procédures judiciaires. Ousseynou l'a dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais il est évident que seul un règlement politique de cette affaire-là peut nous amener à une solution quelque part acceptable par tous. Maintenant, c'est vrai que Karim Wade réclame cette ouverture de son procès et c'est son bon droit. Parce que quelque part, s'il accepte un arrangement qui le ferait, disons, revenir sur la scène politique, il y aura toujours une épée de Damoclès par rapport, en tout cas, à ce que les Sénégalais ont considéré comme un déni, quelque part, par rapport un peu à l'organisation de son procès et tout ce qui s'en est suivi, et les conditions même de son exil au Qatar. Bon, je pense que le fait que le président Abdou Diouf s'implique, je pense que quelque part, on ne peut peut-être pas parler de négociation actuellement, mais il y a au moins des éléments qui peuvent nous faire penser qu'on va vers un arbitrage, je veux dire,
quelque part une intervention qui pourrait amener, en dehors même de ce cadre-là politique, d'autres acteurs politiques, d'autres acteurs de la société à venir intervenir pour qu'il y ait une solution, disons, acceptable par tous. Mais est-ce que la situation sous-régionale aussi peut être aussi un prétexte pour régler cette question interne, compte tenu de ce qui se passe au Burkina Faso, au Mali, en Guinée, la Mauritanie qui est instable, la Gambie qui est encore en train de se chercher, la Guinée-Bissau où le gars vient de virer tous ses conseils pour des régions budgétaires. Est-ce que c'est l'impact géostratégique pour avoir une influence sur ces arrangements? Absolument. Là, Alassane, vous touchez du doigt le véritable problème. Je pense que le Sénégal ne peut pas faire fi de toute la problématique, toute cette géostratégie sous-régionale, régionale, disons même continentale, qui nous impose une certaine manière de voir. Parce que quelque part, vous l'avez évoqué, les situations de transition en Guinée, au Mali, au Burkina Faso et au Tchad nous interpellent. Parce que quelque part, on a pu parler des menaces sécuritaires, mais il y a le fait que c'est souvent dans, disons, le fait de laisser certains problèmes pourrir qui fait qu'il y a des situations dégénèrent. On a pu voir l'exemple du Bénin, où le président Talon, qui est resté très longtemps aphone aux appels, disons, à une tentative de réconciliation avec Boni Yayi, a accepté finalement de le recevoir. Et quelque part, cela a pu quand même aider à la description de la situation dans ce pays-là. Je pense que le Sénégal pourrait effectivement entrer dans ce cadre-là, d'autant plus qu'effectivement, il y a aussi bien les enjeux géostratégiques, on l'a dit, mais il y a des menaces qui pèsent sur notre environnement au plan sécuritaire, mais également des menaces même au plan politique, disons, je veux dire, idéologique. Parce que quelque part, on a pu voir ce désamour avec la France, on va peut-être en parler, et cette attitude des jeunes, de la jeunesse africaine d'une manière générale, qui est souvent aux antipodes en tout cas, des desiderata de nos autorités. Oui, Abdou Diouf et Abdoulaye, qui sont des personnalités très intelligentes, qui savent lire les soubresauts sous-régionaux, est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui, justement par rapport à cette situation, il a parlé du Tchad, ce qu'on a vu au Tchad, ce qui s'est passé, 50 morts, la crispation qui a eu lieu. Aujourd'hui au Sénégal, la jeunesse qui est derrière Ousmane Sonko, si on ne fait attention, on pourrait vivre la même situation que celle du Tchad au Sénégal, vers le 2024. Est-ce que ce coup de fil n'est pas aussi analysé dans ce sens? Alors, Alassane Samba Diop, vous savez que j'ai un certain devoir de réserve, travaillant pour une agence publique, mais je suis là sous la casquette Centract, bien sûr, dont je suis fondateur. Le Tchad, oui, c'est une contrée qui nous intéresse et qui nous interpelle parce que leur ex-président, Hissène Habré, a été adopté comme un de nos concitoyens sénégalais. Et à cet égard-là, d'ailleurs, le reportage sur son décès, son enterrement, c'est moi qui l'ai fait pour Jeune Afrique, pour le compte de Jeune Afrique. Donc effectivement, la situation géostratégique de tout le Sahel, depuis le Mali qui nous est voisin jusqu'au Tchad, est un peu compliquée. Et on peut avoir la crainte d'une contagion. Mais je pense qu'il y a un génie sénégalais de la politique. Quand on dit Sénégal ben bop la ken mënu ko xaar ñaar, je pense que ce n'est pas un vain mot. Quand on parle du caractère... Est-ce que ce coup de fil est à mettre dans le cadre du génie sénégalais, justement pour anticiper? Je pense effectivement que c'est à mettre dans le cadre du génie sénégalais et que nous avons aussi un autre élément stabilisateur qui est celui de nos chefs religieux chrétiens comme musulmans confrériques. Donc je pense que ce coup de fil est une bonne démarche pour amorcer ce qui serait un nouveau dialogue national et cette fois un vrai dialogue national. Parce que pour dialoguer, il faut être deux. Et dans le dialogue qui a été convié par le président Sall en 2019, un interlocuteur important qui était le PDS a refusé d'y aller. La preuve, celui qui y allait pour le PDS, Omar Sarr, a fini par sortir du PDS et a formé d'ailleurs depuis lors sa propre formation et rallié la majorité présidentielle. Donc je pense que dans un dialogue national, si on a la majorité présidentielle, on ne peut pas s'exonérer de la participation de l'opposition significative dans laquelle le PDS d'Abdoulaye Wade, qui existe depuis bientôt 50 ans, est une part
majoritaire et importante. Donc je pense que ça peut aller dans le sens de la décrispation. Je salue cette maturité aussi de notre nonagénaire ex-président Wade, parce que à la veille des élections présidentielles de 2019, il en avait appelé à brûler les cartes d'électeurs et à saboter les urnes, ce qui n'était pas digne de son standing d'ancien président. Il est allé après à Conakry parler avec Alpha Condé et est revenu à de meilleurs sentiments, même s'il ne s'est pas exprimé du tout, mais son silence était d'or. Donc je pense que ce coup de fil peut participer à une décrispation, mais de mon point de vue, je vous le dis et je vous le répète, il n'y a pas crispation. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu ce coup de fil, est-ce qu'aujourd'hui Abdou Diouf et Abdoulaye Wade ne sont pas un peu en décalage avec cette nouvelle jeunesse aujourd'hui? La façon de faire la politique aujourd'hui au Sénégal, qui est complètement différente de ce que Diouf et Abdoulaye Wade faisaient. Nous sommes dans une sorte d'adversité, même de la haine qui est développée par la jeunesse, les réseaux sociaux, entre autres, des jeunes qui sont très informés, mais extrêmement ignorants. C'est vrai que l'Internet et les réseaux sociaux ont libéré la parole haineuse de personnes anonymes qui, sous le couvert justement de leur pseudonyme, peuvent dire tout et n'importe quoi, et cela se retrouve sur la place publique comme la parole de gens avisés. Donc ça ne participe pas à la sérénité du débat. Mais je pense que les leaders politiques savent raison garder et que la raison prévaudra. Mais effectivement, en s'investissant dans le maintien de la pacification de l'espace politique, Abdou Diouf, les présidents Abdou Diouf comme Abdoulaye Wade ne font que assumer leurs responsabilités d'anciens pères de la nation. Mais il appartient au premier chef, au personnel politique actuellement actif, de faire ce qui est en son devoir et de faire ce qui est en sa possibilité, en sa capacité, pour que on soit en situation d'avoir de l'adversité politique et pas des ennemis politiques qui font appel à des déclarations crypto-personnelles au lieu de proposer aux Sénégalais que nous sommes des projets de société et des idées et solutions pour le Sénégal de demain. Oui. Est-ce que ce coup de fil, je vous repose la même question, sera entendu par cette nouvelle jeunesse, cette nouvelle façon de faire de la politique? Est-ce qu'Abdoulaye Wade et Abdou Diouf aujourd'hui, en parlant peut-être du Sénégal, ne sont pas un peu en décalage avec cette nouvelle race de politiciens qui sont au Sénégal aujourd'hui et qui sont complètement en décalage avec les valeurs que prônaient les anciens politiciens, parce que les écoles, il n'y a plus de formation dans les partis politiques, il n'y a pas de réunion, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de congrès, il n'y a rien du tout. Les partis politiques aujourd'hui, c'est dans les réseaux sociaux que ça se fait. Absolument, Alsan. Je pense que, c'est vrai que ce coup de fil peut sembler être en déphasage avec exactement les préoccupations de la jeunesse actuelle. Il faut reconnaître que quelque part, on a pu parler d'antagonisme, pour ne pas dire de haine, à l'égard en tout cas de certains comportements des acteurs politiques. Mais il est évident que c'est une tendance qui malheureusement est en train de faire son bonhomme de chemin. Il est vrai que maintenant la politique se fait sur l'internet, à travers les réseaux sociaux. Vous l'avez dit, il y avait des écoles de partis, il y avait un encadrement de la jeunesse des partis politiques. Maintenant, ce n'est plus le cas. Voyons ce qui se passe actuellement avec le Némé-Coutour de Ousmane Sonko du Pasteur et tout ce qu'on en dit, qui est une activité normale d'un parti politique constitué. Parce que tout parti aspire un peu à la conquête du pouvoir. Par conséquent, il est tout à fait normal que les gens puissent aller à la rencontre des électeurs pour massifier ou élargir les bases de leur parti. Mais, tout compte fait, il y a effectivement une effervescence au niveau des réseaux sociaux, au niveau, d'une manière générale, du web, qui fait qu'on ne reconnaît plus celui qui est le stratège politique tout venant, avec des idées que tout le monde développe à U et à Dia. Maintenant, je pense que le problème, c'est que ce coup de fil peut aider un peu à un retour, à la normale quelque part, à la normalité, dans la mesure où les acteurs politiques actuels peuvent
dire qu'en dépit de ce qu'on a pu prêter aux deux hommes, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, une adversité féroce en leur temps, mais il y a toujours, en tout cas, on l'a dit, ce respect mutuel, cette estime qu'il faudrait un peu pérenniser. Maintenant, le jeu politique s'accompagne également de rapports de force. Il est évident que, quelque part, les gens ne vont pas se faire de cadeaux, mais je pense qu'il faudrait relativiser et penser qu'il y a encore, en tout cas, beaucoup de passerelles pour aller vers un dialogue qui puisse arranger toutes les parties. Nous sommes dans les réseaux sociaux, ça nous permet d'aller dans le deuxième point de notre débat, c'est les hackers. Mais je voudrais réagir au point dont nous discutons. Très bien, parce que je ne suis pas d'accord avec cette disqualification un peu rapide, à mon sens, de la nouvelle façon de faire de la politique. J'ai fait de la politique active. En 2019, pendant la campagne électorale, j'étais dans le directoire de campagne du candidat Idrissa Seck pour la communication. J'étais dans son directoire de communication pour le compte du parti 7, Sénégal en tête, de Moustapha Guirassy, dont j'ai été secrétaire national en charge de la communication et des questions éducatives. Je ne suis plus dans la politique active, je ne le suis pas en tout cas pour le moment, mais je vous dis, il y a des exemples très concrets. Si vous prenez la marche de Macron vers le pouvoir, vers son premier mandat, c'était un candidat hors parti qui, avec la jeunesse accrochée et contactée par les réseaux sociaux, l'Internet, tout ce que vous pouvez imaginer en lien avec la nouvelle société numérique, c'est comme ça qu'il est arrivé au pouvoir. Et bien sûr, aussi avec le soutien, effectivement, des médias. Je prends un deuxième cas pour en finir sur cela, celui de Donald Trump. Donald Trump n'était pas un candidat institutionnel du Parti républicain. Il a pu, là aussi, grâce à la politique grassroots fait sur les réseaux sociaux, en arriver à être président, et il n'est pas exclu qu'il soit le prochain président des États-Unis, parce qu'il conteste toujours la victoire de Joe Biden et sa proclamation comme président le 6 janvier de l'autre année. Et donc, ce que je tiens vraiment à vous dire de ce point de vue-là, c'est qu'il y a une nouvelle façon de faire de la politique qui ne disqualifie pas le personnel politique actuel. Ne parlez pas d'écoles de partis qui n'existent plus. Les partis continuent à former quand même leurs militants simplement par des canaux différents. Et parlant du Némé-Couture, je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis au regret de ne pas être d'accord parce qu'effectivement, le PASTEF d'Ousmane Sonko et son leader a le droit de mener des activités de massification. Mais là, c'est la presse qui est en porte-à-faux. En dehors de campagne électorale, on ne doit pas relayer, me semble-t-il, selon le code électoral, des activités de massification de partis, parce que ça s'apparente à de la campagne électorale déguisée. Mais nous sommes là également à l'époque des sites internet et des web TV. On ne peut pas arrêter la mer avec les bras, même si les médias traditionnels n'en parlent pas. Je peux imaginer qu'ils seront dépassés et contraints de le faire par le simple fait que les médias numériques le font. Oui, peut-être que le code électoral doit s'adapter à la nouvelle donne. Peut-être bien. C'est ça. Mais aujourd'hui, par rapport aux hackers qu'on a constaté, la RTP a été victime de hackers. On a vu le dégât que ça peut causer. Est-ce que le Sénégal est aujourd'hui vulnérable par rapport à ces attaques? Mais écoutez, je pense que pratiquement le Sénégal, comme tous les pays de la sous-région, même au-delà de tous les pays du continent africain, ne sont pas véritablement à l'abri de ce type d'attaque. On vient de terminer, il y a quelques jours, un séminaire régional avec l'UEMOA sur, disons, les atteintes sur les réseaux sociaux, les fake news et autres attaques, comme celles dont on parle là. Je pense que ces hackers, c'est vrai, c'est entré un peu dans l'air du temps. Ils sont forcément des maîtres chanteurs qui peuvent, avec l'aide de procédés technologiques, en tout cas porter atteinte à certaines institutions. Maintenant, je pense qu'au niveau des États, il faudrait un peu plus de contrôle, un peu plus de rigueur pour un peu sauvegarder les données et faire en sorte qu'on ne puisse pas tomber sous ces travers-là. Il y a une réglementation, on a parlé de données personnelles et autres. Il y a au niveau des États un effort important qui est fait pour sauvegarder un peu l'essentiel. Mais il est évident, compte tenu un peu de nos moyens limités, on a encore très peu de pouvoir pour éventuellement prévenir ces attaques et éventuellement y apporter les réponses idoines. Aux États-Unis, on a parlé de l'influence des Russes par rapport à l'élection de Donald Trump.
Les Russes sont déjà dans la sous-région, ils sont à côté au Mali. Hein. Bien sûr. Et dans cette affaire-là, justement, je ne mets pas les Russes dedans, mais il est évident que cela nous dépasse. Parce qu'en réalité, toute cette affaire autour des hackers et autres rejoint un peu la lutte, disons, qui est en train de se mener au niveau de notre sous-région et même au-delà. Voyez-vous, avec, l'influence russe qui est en train de se mener, j'ai entendu le président François Hollande le dire il y a quelques jours, que c'est la Russie qui était derrière, en tout cas, toutes ces petites actions. Il faudrait essayer de trouver, en tout cas, au niveau des pays africains, parce que c'est ça l'essentiel, une sorte d'une agence, continentale, aussi bien de régulation que qui puisse en tout cas agir pour un peu mettre frein à ces pratiques-là, même si c'est difficile, parce que même des pays comme la Suisse et autres ne sont pas toujours, en tout cas, hors de portée de ces attaques-là. Mais il est évident que, compte tenu un peu des menaces sécuritaires, et c'est surtout là, en fait, mon problème, c'est à ce niveau-là qu'il faudrait que nos États puissent véritablement y aller, disons, de manière un peu plus rigide pour trouver les solutions rapides à ce problème. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu de négligence par rapport à cette histoire bien précise? On sait que le Sénégal, quand un pays devient gazier, pétrolier, fait l'objet de convoitises sur le plan géostratégique. Vous parlez du hacking. Du hacking, oui. Oui. Est-ce qu'on n'a pas anticipé sur ça, qu'au Sénégal, aujourd'hui, le point d'accès d'Internet soit distribué seulement par Orange? Si demain Orange fait grève, il peut couper le pays de l'Internet. Absolument. Que le Sénégal n'est pas indépendant sur le plan numérique. Absolument. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas Orange qui a coupé l'Internet. Non, je ne dis pas, je dis c'est les anticipations qu'on doit faire. C'est l'État du Sénégal qui a pu couper le signal de chaînes de télévision privées qui se sont rabattues lors des événements de mars 2021 sur, l'Internet pour diffuser. Vous connaissez les chaînes dont je parle, vos concurrents. Mais le hacking. Mais pour le hacking, bon, je compatis pour la RTP du directeur général Abdouli, que je connais. Ça a été mon sociétaire en ma qualité de secrétaire permanent de l'organisation des professionnels des TIC. Mais l'anticipation par rapport à tout ça. Ce que je veux dire, il n'y a pas de sécurité absolue sur Internet. Sur Internet, la sécurité à 100% n'existe pas. Il faut qu'on se le dise. À partir du moment où on met des données dans Internet, on peut être sûr que la vie privée à 100% n'existe plus, ni la protection de la souveraineté des données confidentielles publiques n'existe plus. Il y a effectivement des moyens de mitigation. Par exemple, l'Occident, les pays occidentaux ont mis en place le RGPD, le Règlement général pour la protection des données personnelles, qui n'est pas encore arrivé dans nos pays subsahariens. Le Sénégal, avec sa commission des données personnelles, ne l'a pas encore fait. Mais avec ce RGPD, tout internaute qui se connecte à un site, on lui demande d'accepter les cookies, qui sont les éléments qui retracent notre activité sur Internet, d'en accepter tout ou une partie. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, je pense que, et on se dirige vers ça avec la création de plus en plus de data centers, il y a celui de Orange, il y a celui de Free, il y a bientôt celui en cours de finition du PTN, le Parc des technologies numériques. L'ADIE est dans la même situation. Je pense effectivement, notamment pour l'ADIE devenu CNUM, Sénégal numérique, et pour le PTN, qui sont dépositaires de la responsabilité de la souveraineté numérique du Sénégal, qu'il est important que nos données soient hébergées chez nous. Mais, et j'en termine là, de ce point de vue-là, il faut une confiance mutuelle entre la gouvernance publique nationale d'État et les agents et agences qui sont chargés de gérer ces données. Parce que moi, je connais des personnes en charge de responsabilités importantes au plan politique qui font plus confiance à leur adresse email chez Gmail qu'un travailleur de Google peut ouvrir, qu'à leur adresse en gouv.sn ou à leur adresse en orange.sn. Je les comprends, mais le fait que ce manque de confiance-là en la protection et en la difficulté, sinon l'impossibilité d'accès
à nos données, y compris de messagerie, n'existe pas, est un problème dont je pense qu'il faut discuter. Mais ça se réglera, je pense, effectivement, comme Karim Diakhaté le dit, au niveau continental, il faut prendre des mesures. On avait évoqué, par exemple, le nom de domaine .africa qui n'a jamais existé. Il faut prendre des mesures pour la souveraineté numérique, mais aussi pour la sécurité numérique. Ça ne passe pas que par des serveurs, ça passe aussi par des satellites qui seraient africains, qu'on lancerait nous-mêmes. Sinon, on ne s'en sortira pas sur cette question-là de la sécurité numérique. Le Tchad, est-ce qu'on va s'en sortir au niveau du Tchad avec ce qui vient de se passer, de manifestations, plus de 50 morts, le gouvernement qui parle d'un coup d'État qui était préparé par l'opposition, les jeunes Tchadiens qui disent qu'ils ne veulent pas d'une présidence à vie au Tchad? Écoutez, Hassan, le Tchad a quand même une situation assez particulière. Vous savez, beaucoup de gens même ont parlé de complaisance de la communauté internationale à l'égard du Tchad. Mais il faut aussi comprendre l'histoire politique récente de ce pays-là. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu ce qu'on a pu appeler les négociations de Doha au Qatar qui ont abouti donc à un accord de dialogue entre des groupes armés et en tout cas le gouvernement de transition dirigé par Mahamat Idriss Déby Itno. Et c'est là où beaucoup de gens se trompent sur, disons, le fait que Mahamat Déby fils soit installé. Vous savez, quand il y a eu le décès tragique du président Idriss Déby Itno, effectivement, c'est le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, qui devait prendre le pouvoir, qui devait enfin, disons, prendre la transition. Mais il s'est porté pâle. Il a déclaré qu'il était invalide et qu'il ne pouvait pas donc prendre le pouvoir. Et les généraux qui étaient fidèles donc à Idriss Déby se sont réunis, entre autres Tahir Erda Teiro, Oki Mohamed Dagash, Mohamed Ismaël Cheibou, des gens qui sont très influents là-bas, pour installer carrément Mohamed Idriss Déby Itno, qui est quand même le militaire le plus gradé. C'est un général de division. Par conséquent, dans le premier, disons, volet de cette transition, il était convenu qu'il fasse 18 mois. Mais ce qu'on oublie également, c'était 18 mois renouvelables une fois. Et le problème, c'est que justement, cette transition devait se terminer le 20 octobre. Et des partis comme les Patriotes, de Nusser Ibrahim Koursami ou bien les transformateurs de Succès Masra avaient demandé qu'il y ait une riposte par rapport à cela parce qu'ils ont considéré que Déby, fils, voulait se maintenir au pouvoir. C'est ce qui a conduit à cette situation. Et il faut le dire également, cette marche était interdite. Succès Masra avait lui-même, disons, mis en place ce qu'il a appelé un gouvernement d'égalité et de justice. Mais le grand problème, ce n'est même pas avec les partis politiques ou la société civile comme Wakitama, mais c'est surtout avec les groupes armés qui n'avaient pas accepté de dialoguer. Comme le FACT, le Fonds pour l'alternance et la concorde de Merdi Ali, et d'autres forces également qui sont actuellement en dehors du Tchad et qui attendent le moment opportun pour attaquer. Par conséquent, je pense que la situation géostratégique du Tchad et tous les enjeux politico-militaires, d'autant plus que le Tchad est très impliqué dans la lutte contre le terrorisme. C'est un État pivot en Afrique centrale? Absolument, c'est un État pivot. Et vous savez, même la situation en Centrafrique avait été dans un moment, disons, contenue par le Tchad. On sait que beaucoup de groupes armés qui sévissaient en Centrafrique étaient dirigés par des Tchadiens. Au niveau du Darfour également, il y a des groupes armés du Tchad qui sont là-bas. Au niveau de la Libye, c'est la même chose, avec donc le FACT dont on a parlé. Et il y a également la lutte menée contre Boko Haram. Par rapport à tout cela, et compte tenu du poids du Tchad, aussi bien au niveau du G5 Sahel que dans la force conjointe pour le bassin du lac Tchad, avec le Nigeria, le Niger et le Cameroun, avec également la force mixte que les gens oublient souvent avec le Soudan, au niveau donc du Darfour, il y a cette situation qui fait que la communauté internationale ne peut être que plus ou moins laxiste, plus ou moins complaisante à l'égard d'un pays dont, disons, l'effritement pourrait conduire à une situation explosive au niveau de toute la région. Est-ce que justement cette complaisance entre guillemets de la communauté internationale vis-à-vis du Tchad est due au fait que le Tchad est un État qui joue un État pivot dans la sécurité sous-régionale? Non, je pense que Karim Diakhaté a tout explicité de manière très claire et vraiment circonstanciée. Et
voilà, je n'ai rien à rajouter de beaucoup, en tout cas. Mais il y a comme 50 morts. Je crois effectivement 50 jeunes Tchadiens qui ont que la été tués. complaisance internationale incarnée et, j'allais dire, symbolisée Par la France. par l'adoubement de Mahamat Idriss Déby Itno, midi de ses initiales, et bien, le président Macron est arrivé à midi pile pour l'adouber comme président du Tchad, en raison justement du rôle pivot que joue le Tchad maintenant que le verrou libyen avec Kadhafi a sauté par la faute justement du prédécesseur de Macron, Nicolas Sarkozy. Je pense que Macron ne voulait pas bis repetita faire la même erreur que son prédécesseur et effectivement a accepté que la réalité était réelle et que cette réalité-là, c'est que ce sont les militaires et au premier chef dans une succession dynastique, le fils d'Idriss Déby Itno, qui, je le rappelle, venait d'être réélu président de la République, eh bien, qui devait prendre le pouvoir. Donc aujourd'hui, ils ont des arrangements constitutionnels qui font que Mahamat Idriss Déby Itno, le général en place, qui est le fils de son père, a le droit de se présenter à des élections. Je crois aussi que c'est très déplorable qu'il y ait eu des dizaines de morts. Le président Itno Déby a fait la démarche d'aller voir les blessés dans les hôpitaux, mais je pense qu'il n'est pas seul responsable de ce carnage-là. Succès Masra notamment, qui est un politicien qui joue avec le feu parce qu'il pense quarantenaire qu'il a une carte à jouer dans l'avenir politique du Tchad, y compris à son propre profit pour en devenir le président, a jeté de l'huile sur le feu. Parce qu'il me semblait qu'on avait quand même dépassé une certaine situation après les négociations au Tchad, auxquelles les forces armées tchadiennes, les factions armées tchadiennes, beaucoup n'avaient pas accepté de participer. À celle de Doha, elles ont pratiquement toutes accepté de participer. Donc on avait dépassé cette situation. Je pense que le carnage qui a eu lieu et la situation inflammable qu'il y a en ce moment au Tchad n'est pas que de la responsabilité du pouvoir tchadien, mais aussi de celle d'opposants qui jouent avec le feu, qui jettent les jeunes et les populations dans la rue, dans des manifestations qui sont violentes. Et je pense notamment à Wakitama et à Succès Masra. Oui. Est-ce que la complaisance entre guillemets de la communauté internationale ne pose pas une question beaucoup plus profonde? Qu'au fond, les États africains ne sont pas souverains, ne sont pas indépendants, ne décident pas pour eux-mêmes. Si c'est Macron qui vient pour adouber aujourd'hui le président tchadien, c'est que l'indépendance dont on parle, elle est juste formelle. Malheureusement, c'est ce qu'il faut déplorer. On a pu effectivement dire que la France a fait 10 ans au Mali sans pour autant régler le problème justement de la rébellion. Mais il est évident que la France s'est rendue au Mali à l'appel du gouvernement de transition malienne. À l'époque, il y avait Diokounda Traoré qui avait demandé à la France d'intervenir. Par conséquent, c'est notre rapport. Et pour ses intérêts aussi. On n'intervient pas pour les beaux yeux des Maliens. Hein? Non, mais il est évident qu'il y a des dessous cachés au Mali. Tout n'a pas été dit. C'est vrai que quelque part, la France est dans une position plus ou moins, je ne dirais pas attentiste, mais une position en tout cas inconfortable dans la mesure. Les indépendances africaines ne sont pas complètes. Du tout. Elles ne sont pas complètes. Et cela, ce n'est pas seulement du fait de la France. C'est que quelque part aussi... Les dirigeants africains eux-mêmes. Nos dirigeants, on leur a mis le pied à l'étrier, mais certains n'ont pas pu saisir les opportunités qui se présentaient. Il fallait, dans un premier temps, je pense, compter sur nos propres forces, même si, effectivement, y aller avec nos partenaires. C'est vrai que, quelque part, la France ne parle plus d'aide au développement, on parle d'investissement solidaire, mais tout ça pour dire que tout ce retard-là nous est imputable au premier lieu. Regardons un peu la prise en compte des défis sécuritaires au niveau de la CEDEAO comme de l'Union africaine. Ça fait des années qu'on nous parle d'une force d'attente, une force en attente pour intervenir au niveau de certains conflits, mais jusqu'à présent, cela n'est pas suivi d'effet. Prenons le cas de la CEDEAO, qui est un peu l'organisation régionale. Il y avait à l'époque les Comores qui pouvaient intervenir dans des pays comme la Guinée-Bissau, Sierra Leone, autres, pour intervenir un peu, régler la situation. C'est vrai qu'il y a une intervention en Gambie qui avait donné quand même des résultats probants, mais il est évident que tant qu'il n'y a pas, disons, cette union
des forces africaines, cette mutualisation en tout cas de nos efforts dans ce cadre-là, il y aura en tout cas beaucoup de difficultés pour régler tous ces problèmes sécuritaires et au-delà même des problèmes de développement économique. Oui, tout récemment, le président ghanéen qui était en France a dit devant les médias français, je le cite, c'est à nous Africains de réfléchir à ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes. Il faut que nous cessions d'avoir ce syndrome de dépendance qui nous pousse au bras d'un Français ou d'un Russe, autrement dit, d'un homme blanc à un autre. Alors, il ne faut pas idolâtrer le président ghanéen Nana Akufo-Addo qui, après avoir dit qu'il ne prendrait pas l'argent du FMI, l'a pris. Ceci étant dit, nous avons la souveraineté politique, mais il faut manger et il faut être en sécurité. Il faut la souveraineté sécuritaire et la souveraineté économique. Et de mon point de vue, et je pense qu'il y a des présidents africains qui l'ont prouvé par l'exemple, ça ne passe pas par l'autarcie, ça ne passe pas forcément par la mutualisation de nos moyens qui sont maigres, mais ça passe surtout par la diversification de nos partenariats qui nous permettent, je pense, de les tenir à équidistance et de ne se laisser dominer par aucun d'eux. Je pense que ça, c'est le plus important. Et la CEDEAO, de ce point de vue-là, est très avancée par rapport aux autres zones de coopération africaine. Et Karim Diakhaté, vous l'avez cité, l'ECOMOG est intervenu, je pense, avec satisfaction en Gambie quand il a fallu installer le président Barrow, qui, de toute évidence, était démocratiquement élu à la place de celui qui était devenu un dictateur reconnu de tous comme tel, Yahya Jammeh. Donc je pense qu'il y a également une force au Sahel qui est le G5 Sahel, dont il serait important. Je ne comprends pas que le Sénégal n'en fasse pas partie, alors que le Tchad, par exemple, en fait partie, ou la Mauritanie. Mais ce G5 Sahel-là a besoin de fonds, de financement, qui ne devrait peut-être venir ni de la France ni de la Russie, mais de la communauté des nations, incarnée au premier chef par les Nations Unies. Et de ce point de vue-là, deux choses sont ironiques. La première chose, c'est qu'on ait un Sénégalais, en la personne d'Abdoulaye Bathily, qui soit envoyé sur le dossier libyen par les Nations Unies, alors qu'on a d'autres problèmes à proximité. Et l'autre, c'est que le Tchad, qui est dans cette situation assez inflammable, soit le pays qui donne à l'Union africaine son président de la Commission, en la personne de Faki Mahamat. Donc voilà, je pense vraiment que la solution, elle est dans la diversification des partenariats, aussi bien politiques, économiques que sécuritaires. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui au Tchad, où est-ce qu'on va dans cette situation? Est-ce qu'on va encore vers une guerre civile qui va reprendre au Tchad, puisqu'il y a certains groupes armés qui ne sont pas d'accord avec l'installation de Déby? On peut craindre quand même l'aggravation de la situation, en tout cas au plan politique, parce que déjà des mesures ont été prises, des mesures d'interdiction des activités des partis politiques ont été prises hier, avant-hier, par le Premier ministre Saleh Kebzabo, et on va certainement aussi vers un durcissement des rapports avec donc les groupes armés qui n'ont pas accepté en tout cas de baisser les armes. C'est le cas donc du fait dont on parlait. Maintenant, ce qu'il faut considérer, je pense qu'au-delà même des difficultés qu'il y aurait un peu à concilier les partis, je pense qu'il y a un fait qu'il faut reconnaître. La gestion des transitions actuelles en Afrique pose beaucoup de problèmes, aussi bien à la CEDEAO qu'à l'Union africaine. Prenons le cas de la Guinée. Le CNRD en Guinée avait réclamé 36 mois, disons 39 mois. Actuellement, avec la CEDEAO, ils ont accepté un délai de 2 ans, 24 mois. Mais en réalité, c'est 24 mois qui commencent à partir du 1er janvier 2023. Par conséquent, c'est retour à la case départ. Oui. C'est ce qu'ils avaient demandé au début qui a été accepté. Pour le Tchad, je pense qu'il faudrait une position quand même beaucoup plus conciliante, de mon point de vue, de l'opposition, disons, classique. Les succès Masra, Ousseynou Nargué l'a dit, et autres, Koursami, doivent quand même revenir à la table de négociation et savoir que ce qui a été acté par la communauté internationale doit être plus ou moins respecté, dans la mesure où quand même Mohamed Idriss Déby Itno a donné des gages, en tout cas de respect de la parole donnée, même si effectivement la situation un peu volatile du pays inspire à beaucoup plus de retenue
par rapport à tout ce qui pourrait se passer. Parce que cette insurrection dont a parlé Saleh Kebdabo pourrait menacer, disons, l'unité du Tchad. On parlait de fédéralisme avec Idriss Déby Itno, que j'ai eu à accompagner au niveau de ces tournées un peu dans le Tchad des profondeurs, mais avec, en tout cas, ce que les autres sont en train de faire. Je parle des mouvements armés qui sont en train de s'activer. Il y a des craintes, en tout cas manifestes, d'une situation, en tout cas, très politique. Voilà, le temps que vous imparti est terminé. On est à 30 secondes. En 30 secondes, je l'ai fait de manière privée auprès de vous il y a quelques semaines. Oui. Quelques jours. Je voudrais vous réitérer, Alassane Samba et à toute la rédaction, mes condoléances pour le décès de notre confrère Soro Diop et de votre frère Utérin. Que Dieu l'accueille en son paradis. Amin, et souhaiter un bon repos dominical à tous nos téléspectateurs et auditeurs. Merci. Nous étions avec Ousseynou Nargué, fondateur et chef éditorialiste du site d'information centrac.sn. Et Karim Diakité, Karim Diakité, directeur de publication des sites panafricain.info et sur le magazine. À la technique, Biran Sissi et micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous.